Bonjour, nous sommes ici dans un endroit très particulier. C'est le château de la Bessière qui est situé dans les Deux-Sèvres. Là se trouve Éric Marié qui a enseigné la médecine chinoise à la faculté de Montpellier pendant quelques années et il pratique, il pratique la peinture chinoise depuis 40 ans. Je le connais bien, c'est une époque où j'ai travaillé avec lui de 1980 à 1990. J'ai donc eu le plaisir de voir comment le monde chinois, par la médecine et la peinture, pouvait enrichir finalement la peinture. Par exemple, à titre personnel, je peins le pastel en m'inspirant beaucoup de cette approche fluide et vivante, énergétique de la peinture chinoise que j'ai eu l'occasion de voir à travers la pratique, évidemment, comme j'étais présent ici. Donc nous allons parler de ça, notamment des caractéristiques, de quelques caractéristiques peu connues ou souvent mal interprétées de la peinture chinoise, mais nous verrons ça directement avec Éric Marié. Juste un petit clin d'œil sur l'endroit où nous nous trouvons. C'est le château de la Bessière, je disais, et c'est un endroit vraiment très 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 agréable, où se passent évidemment les stages d'été notamment. Voilà. Voilà l'endroit, ça mérite une petite photo. Salut Sylvain. Salut, ça Ça va? va? Prêt pour la conversation sur la peinture chinoise. Retransmise par l'Eurovision, j'espère. Voilà, c'est ça. Allez, viens, Allez, on on va rentrer dans rentre. l'atelier. Voilà, on y va. Bonjour Eric. Enfin, on s'est déjà salué à la montée d'escalier. Oui, salut Et Sylvain. voilà. Nous voilà dans la salle dans laquelle tu travailles depuis de très 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 nombreuses années. Oui, bah tu la connais bien. Hein. Voilà, ouais. Je connais depuis combien de temps 1900 40 ans. Plus de 40 ans, oui. Ah, comment dire, c'est étrange pour des gens qui ont à peine la trentaine. Voilà, c'est ça, oui. Hein, on n'a pas changé du tout. Hein. Bah oui. Voilà. Voilà. Bien, je suis heureux de parler de la peinture chinoise parce que, comme tu sais, je pratique depuis la nuit des temps la peinture occidentale et je me suis rendu compte que nous sommes dans une peinture d'objets. Et ce qui m'a toujours fasciné dans la peinture chinoise, c'est des caractéristiques beaucoup plus vraiment très 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 différentes. Et je me suis demandé dans quelle mesure ça nous permettrait de créer des ponts et d'enrichir la peinture occidentale. C'est un petit peu aussi le questionnement de beaucoup de peintres. Oui. Bah, déjà, quand on parle de la peinture occidentale ou de la peinture chinoise, c'est beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, quand on reprend la peinture sur des siècles, voire des millénaires, on n'a évidemment pas la même chose de la peinture rupestre à l'impressionnisme, du cubisme, comment dire, à Raphaël, enfin bon, et ainsi de suite. Donc on a la même chose pour la peinture chinoise, on a aussi une certaine diversité entre les peintures bouddhistes, par exemple, une peinture murale, la peinture de cour, les peintures de l'empereur posées qui servaient de photos d'identité pratiquement, ou en tout cas de photos pour pouvoir, à l'occasion d'un éventuel mariage, alliance ou autre. Et la peinture spontanée, par exemple, des lettrés qui faisaient en même temps une démarche philosophique et poétique à travers l'art, on a une grande diversité. Mais cette diversité, on la trouve dans toutes les civilisations, donc il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Alors je dirais que moi je pratique surtout ce qu'on appelle la peinture xiyi, littéralement ça veut dire, xiyi ça veut dire écrire la pensée. En fait ça veut dire que tout simplement, souvent les gens se posent la question en se disant, la peinture chinoise, on prend toujours des repères par rapport à ce qu'on connaît. Donc ils disent par exemple, est-ce que la peinture chinoise c'est plutôt une peinture figurative, ou est-ce que la peinture chinoise est plutôt une peinture abstraite, ou est-ce que c'est une peinture qui se rapprocherait plus par exemple de l'impressionnisme, on parle aussi d'expressionnisme, etc. Alors je crois qu'on peut dire deux ou trois choses. Si on parle de la peinture des lettrés qui intéresse donc, qui est une peinture spontanée qui se fait sur un papier absorbant et qui insiste beaucoup sur la gestuelle du peintre, qui fait de la peinture un véritable travail chorégraphique avec le pinceau, on peut dire qu'on peint quelque chose qui est figuratif. Ça veut dire que si on peint un papillon, ça ressemble à un papillon. Si on peint un bambou, ça doit ressembler à un bambou. On ne doit pas avoir de questions sur l'identification de ce qui est peint.
On a rarement des gens qui observent une peinture chinoise et qui se disent qu'est-ce que ça peut bien être. Comme on pourrait l'avoir par exemple dans La peinture abstraite. la peinture abstraite, bien sûr, voilà, où on se Ouais. dit tiens, il y a des carreaux de couleurs différentes. Bon. En même temps, on se rend compte d'une chose, c'est que même lorsque le peintre est un très grand peintre, il n'y a pas une recherche identique au perfectionnisme hyper figuratif qu'on peut avoir, quelquefois l'hyper réalisme qu'on a dans certaines branches de la peinture occidentale, qui finalement se rapprocherait presque de la photographie, où on a vraiment le moindre détail qui doit être absolument exprimé. Alors où se situe en fait la peinture chinoise? Alors, un de mes maîtres, mon maître principal, donc Huang Leishen, du style Lingnan, disait les peintres occidentaux peignent les choses comme ils les voient et le peintre chinois peint les choses comme il les pense. D'où l'expression d'ailleurs de Xie. C'est-à-dire qu'en fait on peint une intention quelque part. D'accord. En fait, quand on va peindre un bambou, il faut que ce soit un bambou. Donc on doit être réaliste. Par exemple, on ne peut pas se permettre de faire partir les branches d'endroits où les branches ne peuvent pas partir. On ne peut pas faire une fleur avec le nombre de pétales qui ne correspond pas, etc. Donc il y a une vraie connaissance naturaliste du sujet. Mais ça n'est pas tout à fait identique à ce qu'on pourrait avoir par exemple dans une nature morte hyper réaliste, qui serait presque photographique. Pourquoi? Parce qu'on va essayer, quand on observe le bambou, ou l'orchidée, ou les fruits, ou même un personnage, ou un animal, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'archétype, par exemple, du bambou. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit qu'il est bambou? Mais là, quelque part, on est déjà dans un. C'est la grande différence, c'est un questionnement philosophique, avant toute chose. Parce que je suis heureux de parler de ça, parce que très souvent, dans la peinture occidentale, je me suis rendu compte que nous sommes tombés dans une logique complètement formelle. C'est-à-dire qu'on pourrait appeler une sorte de réalisme naïf, où la forme est tellement importante que on néglige complètement des aspects profonds qui existait peut-être même à la Renaissance, avec des traditions. En voyant la peinture chinoise, par exemple, j'ai lu le livre de François Cheng, par exemple, il parle de dimensions qui ne sont pas opposées, mais qui me semblent complètement complémentaires, mais qui n'existent pas dans le monde occidental. Donc c'est un questionnement qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça dépend aussi, alors il y a par rapport à ça des questions, des, des préambules qui sont philosophiques. C'est vrai que là, on ne peut pas considérer que le taoïsme ou le bouddhisme n'ont pas eu d'incidence sur la peinture chinoise, au même titre, ou le confucianisme d'ailleurs aussi, au même titre que le christianisme a eu évidemment une incidence sur la peinture occidentale. Alors, quand on regarde par exemple la peinture médiévale ou même la peinture de la Renaissance, l'art baroque, s'il n'y avait pas eu de christianisme, on n'aurait pas eu ni les mêmes sujets, ni les mêmes expressions, Bien etc. entendu. Donc ça joue déjà un certain rôle. Et il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect purement technique. En peinture chinoise, la peinture chinoise, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur cette question de la définition de la peinture et de la calligraphie chinoise. Et pourquoi calligraphie et peinture chinoise? Parce que ce sont deux disciplines qui sont extrêmement intriquées. Ce qu'on ne connaît pas du tout dans le monde occidental. Et si je peux me permettre, visiblement, non seulement c'est impliqué, comment dire, la peinture chinoise avec la calligraphie, mais c'est aussi relié à beaucoup d'autres disciplines. C'est pas coupé, par exemple, je sais que tu m'as dit régulièrement, enfin je sais pour le rapport à la médecine, le rapport à la philosophie, il y a d'innombrables courants qui sont reliés à la peinture. Donc c'est aussi une grande différence avec la peinture occidentale. Oui, et je dirais même dans l'identification des artistes. C'est-à-dire que si on prend par exemple, si on regarde une peinture ou une calligraphie de Su Tongpo par exemple, Su Tongpo il était haut fonctionnaire, médecin, calligraphe, peintre, poète, et il nous a laissé des œuvres remarquables et qui ont une dimension historique dans tous ces aspects. C'est-à-dire qu'il est connu aussi bien en tant que peintre, il y a des personnes qui ne le connaissent que comme peintre, Ouais. et il y en a d'autres qui ne le connaissent que comme calligraphe, et d'autres qui ne le connaissent que comme poète. Et rien que cette combinaison-là, elle n'est pas très fréquente. Même si on peut admirer, comment dire, l'éclectisme de la connaissance d'un Léonard de Vinci, par exemple.
Mais dans l'histoire de la peinture, on a rarement des peintres qui sont connus dans de multiples niveaux de discipline comme étant des maîtres historiques. Oui. Et justement, ça c'est un point intéressant parce que en peinture occidentale, les peintres cherchent à avoir un style personnel. C'est-à-dire, non seulement c'est l'inverse de ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on cherche à être un peintre de paysage, de tel type de paysage, de tel type de technique, et on doit s'y tenir parce qu'on est assujetti à des règles commerciales notamment. Et les conséquences sont assez dramatiques parce que, je le dis parce que moi-même je pratique depuis la nuit des temps, et c'est un poids terrible, parce que, alors la question que je pose, c'est le rapport à la professionnalisation de la peinture. Cette anecdote qui laisse supposer qu'un lettré chinois serait profondément insulté, là où un peintre occidental serait profondément valorisé ou très fier, c'est dire vous êtes professionnel. Oui. Alors ça, c'est une vraie question aussi qui ne touche pas que la peinture et qui ne touche pas d'ailleurs que l'art. En fait, on va prendre un exemple tout à fait différent, mais qui m'est assez familier. C'est celui de la médecine. On a eu de grands maîtres de médecine chinoise depuis des époques anciennes. Je pense notamment à l'époque des Han. L'époque des Han, c'est ça dure à peu près 400 ans. À cheval, si vous voulez, sur le début de notre ère, c'est-à-dire en gros de moins 200 à plus 200. En réalité, de moins 206 à plus 221 à peu près. Bon. Donc c'est un peu plus de 400 ans, l'époque des Han. C'est la plus grande dynastie chinoise. Et c'est une époque à laquelle naissent des grandes disciplines, comme la médecine savante en Chine. On a de très grands maîtres de médecine, je pense notamment à Zhang Zongjing, qui est fondateur, disons, d'une véritable école de pensée médicale. Et on a de grands médecins tout au long de l'histoire de la médecine chinoise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant le XIIIe siècle, la médecine n'est pas réellement une profession. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant d'une famille lettrée avait dit à ses parents « je veux être médecin », il aurait dit bah, « c'est très bien, oui, mais et comme métier, tu veux faire quoi ?» Ah, carrément. Alors, par exemple, la plupart des médecins étaient des lettrés, donc souvent des hauts fonctionnaires. Zhang Zongjing était préfet, donc ça veut dire qu'il avait commencé au départ les concours de la magistrature, etc. Ce qui serait un peu l'équivalent pour nous de l'ENA, en gros, hein, pour trouver une comparaison. Et puis à un moment donné, au détour, soit d'un problème de santé personnelle, soit d'un intérêt qui date depuis l'enfance, soit d'un membre de la famille qui pratique la médecine, ils vont se lancer dans la médecine comme des amateurs. Le problème de l'amateur, c'est que dans le monde occidental, le terme amateurisme a une connotation péjorative. Ça veut dire en quelque sorte pas très performant, pas très compétent. Ce qu'on oublie, c'est que par exemple aux Jeux Olympiques, il n'y a que des sportifs amateurs. C'est normalement la règle de l'olympisme. Oui, oui. Ils ne doivent pas être professionnels. C'était le cas dans le temps, maintenant ça... Oui, n'entrons pas dans une polémique si vous voulez, mais si on garde l'esprit du sport olympique, normalement, les champions, ils sont d'ailleurs, on dit souvent champions en catégorie professionnelle. Amateur, c'est-à-dire celui qui aime. Et ça veut dire aussi quelqu'un qui ne tire pas directement profit du sport, par exemple. Donc un lettré peintre chinois de certaines époques aurait été quasiment insulté par le fait qu'on le ramène à une logique professionnelle, de métier. De métier. Ou de profession au sens de source exclusive ou principale de revenus, voire statut exclusif, etc. C'est aussi pour cette raison que la notion de spécialité qui nous est extrêmement... qui est dans notre monde contemporain, a un côté très laudatif. Dire Monsieur Untel est un spécialiste de littérature arabe, d'archéologie médiévale ou autre chose. L'idée de spécialiste veut dire qu'il est très compétent. Oui, oui. En Chine, on a une approche très différente. C'est-à-dire si on ne connaît vraiment bien qu'une chose, on ne peut pas la connaître vraiment bien. Oui, parce que c'est dans un contexte, oui, d'accord. Ouais. Ah, ça veut dire que si quelqu'un disait, voilà, je suis un spécialiste en médecine, par exemple,
je ne sais pas quoi, de la cataracte ou de la bronchite chronique, en médecine chinoise, eh bien c'est un peu inquiétant quelque part. Mais il n'y a pas de vision Il n'y a pas de globale. vision globale, c'est vrai, Ouais. il n'y a pas de capacité, et ça veut dire aussi que l'on a un regard qui est très parcellaire, qui est microscopique sur une chose. Donc en fait, si je résume bien, c'est-à-dire que peindre, c'est une manière d'avoir une vision globale, universelle, qui a des incidences aussi bien dans la conception du monde, historique, sociale, etc., mais aussi sur la santé. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire, là c'est une question, euh, le fait de peindre avec une vision globale, universelle, avec une belle fluidité, est-ce que ça contribue à la santé du peintre et de ceux qui vont regarder le tableau pour parler de manière un peu naïve. Alors c'est même plus que ça. Parce qu'encore une fois, je mets de côté certains types d'art qui avaient une fonction, je dirais, dans lesquels l'artiste n'est que l'artisan au service de quelqu'un. Comment dire, je pense à certains peintres de cour qui ont disait bah, il faut faire un portrait de la princesse Wang ou je ne sais quoi, parce que il va falloir la C'est la marier décoration, c'est de la... oui, et puis en fait, c'est le rôle que pourrait avoir aujourd'hui un photographe officiel. Mais la peinture de cour, comme on dit. Non. Ouais, il faut représenter une chose, quoi. Bon, donc, au même titre que, par exemple, si on envoie quelqu'un pour dessiner un palais, pour pouvoir ramener ça et puis qu'il soit construit ailleurs, on est face à du dessin technique, quelque part. Et il n'y a pas de choix du peintre par rapport à son sujet. Il est mandaté pour représenter quelque chose. C'est un artisan, quelque part, dans ce cas-là. Voilà. Alors, bon, voilà. Donc, mettons de côté ça. On va supposer donc, on va parler du peintre qui a choisi de peindre quelque chose et qui le peint à la façon, comment dire, qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il n'a pas de contrainte, qu'il n'est pas soumis à une contrainte qui est économique, qui est hiérarchique. Mais donc ça etc. veut dire, pour revenir à ma question, En fait, quelqu'un c'est qui serait lié, un artiste. quelqu'un qui serait relié à des besoins économiques, finalement, on va être extrêmement perturbé dans l'écoulement naturel du lien de l'esprit avec, par exemple, le monde tel qu'il est ou qui se le représente. Si c'est exclusivement, sans doute. Après, ça ne veut pas dire qu'un peintre n'a pas le droit de vendre ses œuvres. Ça ne veut pas dire non plus que dans l'histoire, certaines peintures ou certaines calligraphies n'ont pas été soumises aussi à des lois de marché. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le plus souvent, dans les grands calligraphes qu'on connaît, le plus souvent, c'est après leur mort qu'il y a eu des spéculations. jeux de spéculation par des collectionneurs sur leurs œuvres, Ouais. etc. Et très souvent, leurs grandes œuvres calligraphiques ont été faites spontanément à l'occasion, par exemple, je pense à Van Sittge, qui écrit la préface au pavillon des orchidées, bah, c'est à l'occasion d'une réunion de lettrés où l'un, comment dire, va chanter ou jouer de la musique, l'autre comment dire, réciter des poèmes, un autre va faire une peinture, un autre va faire une calligraphie, et les uns et les autres vont comment dire, contempler les œuvres de leurs amis dans un esprit un petit peu de fête, tout en buvant du vin et tout en etc. D'accord. Dans un contexte tout à fait festif, qu'il a réalisé ce qui est considéré aujourd'hui comme un des peut-être le plus grand chef-d'œuvre calligraphique, et qui a été en fait spontanément, et qu'on ne connaît qu'à travers les nombreuses copies qui en ont été faites. Et les nombreuses illustrations, etc. Et qui est évidemment considérée comme une œuvre de référence. Donc elle n'a pas été exposée, elle n'a pas été soumise aux lois du marché. Et il n'a pas calligraphié dans ce style avec l'idée que ça correspondait à ce qui pourrait se vendre à l'époque.